En venons à présent à l'examen de la proposition de loi de M. Philippe Vigier visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire. C'est la proposition de loi numéro 4119. Je rappelle que cette proposition de loi sera débattue dans le cadre de la niche du groupe UDI le jeudi 24 novembre. Avant de laisser la parole à M. Vigier, le féliciter pour sa constance, son opiniâtreté sur le sujet. Et il n'y a aucune ironie dans mon ton ni dans ma tête, puisque vous savez que cette proposition de loi fait débat dans tous les groupes. Comme on a eu des débats entre nous traversant tous les groupes concernant la désincitation pour les médecins, il faut quand même se dire, ça n'engage sans doute que moi à l'instant, c'est dire que nous avons fait beaucoup d'incitations pour les médecins. Il faut le dire, il faut le redire, que les aides s'accumulent et que néanmoins, n'en déplaise aux esprits qui sont très positifs, il y a encore des territoires qui, malgré les aides, n'ont toujours pas de médecins. Et le fait qu'un médecin disparaisse, c'est aussi ce qu'on appelle les professions prescrites, c'est-à-dire tous les autres qui travaillent, même s'ils ont des délégations de tâches ou des transferts de compétences qui travaillent beaucoup par prescription médicale, il est évident, et c'est logique, et c'est naturel, que ces professions disparaissent aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des territoires où il n'y a plus un seul professionnel de santé. Donc, je ne sais pas ce que sera le devenir de votre proposition de loi, Monsieur Vigier. Je rappelle que vous l'aviez présentée sous l'ancienne législature, vous l'avez présenté de nouveau, bon il y a quelques modifications, mais en tout cas l'esprit est le même, vous l'avez présenté dès la nouvelle législature en 2012, vous la représentez aujourd'hui et je vous le dis sans arrière-pensée de ma part, je vous félicite pour cette constance parce que l'incitation, je le crois, aura des limites, que notre pays, à force de donner des aides, je pense ne pourra pas continuer à donner des aides à ce niveau-là, si ce n'est à créer des distorsions entre les professionnels de santé, forcément, puisque d'autres sont beaucoup moins aidés, et que les demandes des médecins légitimes de vouloir vivre dans un territoire où il y a des services publics, où il y a des bonnes écoles, où leurs compagnons ou compagnes de vie ont besoin de travailler aussi, ça frappe aussi tous les autres professionnels de santé. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur Vigier, je n'en dirai pas plus, je vous laisse maintenant la parole. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je voudrais d'abord vous remercier de votre accueil, Madame la Présidente, et des propos liminaires que vous avez tenus, rappelant ma constance. Vous savez, moi, je ne suis pas là devant vous pour inscrire mon nom dans une proposition de loi. Je suis là pour essayer de faire comme tous les parlementaires, quelles que soient les sensibilités politiques. Lorsqu'on est en charge, on doit essayer de régler les problèmes. Et je vois d'ailleurs que c'est un sujet majeur, puisqu'il s'est invité dans le PLFSS, puisqu'il y a un amendement de Mme Le Houerou qui est constatant ce que vient de dire très bien la Présidente, eh bien, qu'il y avait une possibilité qui passait par une suppression du conventionnement dans les zones surdotées. En clair, les gens n'étaient plus remboursés. Vous voyez qu'on est loin de phrases où on disait que l'accès aux soins est un sujet majeur. Et puis, évidemment, cet amendement qui est passé, qui a été rejeté par le gouvernement ensuite, a fait l'objet d'un communiqué du Conseil national de l'ordre des médecins. Je tiens à dire à tout le monde qu'encore hier, je voyais l'ensemble des syndicats d'internes. Je crois que c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup impliqué, étant issus du milieu médical et ayant eu, il y a assez longtemps, des responsabilités syndicales pour comprendre quelles étaient les aspirations des médecins, des jeunes médecins, et comment faisait-on pour régler ces problèmes de santé publique, et je le dis très clairement. Je rappelle à chacun quand même qu'en janvier 2016, le Conseil national de l'ordre des médecins, dans un livre blanc pour l'avenir de la santé, a dit cela. La présence des médecins sur le territoire est très inégalement répartie. Les incitations conventionnelles mises en place, auxquelles vous faisiez référence, Madame la Présidente, par l'assurance maladie obligatoire, n'ont pas été suffisantes pour réellement faire bouger les lignes. Et donc avec des paradoxes, puisque si vous regardez les choses, le numerus clausus, c'est 1971. Contrairement aux idées reçues, c'est bien 1971. Il n'y a jamais eu autant de médecins que maintenant. Mais il y a une chose qu'il faut calculer, que je dois vous à faire, c'est le nombre d'heures de médecine travaillées par rapport à ce qui se passait en 1971 avec les fameux 280 000 médecins. Du fait de la nouvelle organisation de la vie, du fait qu'il y a une féminisation de la profession importante, de nouvelles aspirations des jeunes médecins. Et on les comprend, les médecins qui faisaient 60, 70 heures, 80 heures, 90 heures par semaine, est quelque chose qui a évolué et on ne peut que comprendre leurs souhaits. J'invite également à regarder l'atlas de la démographie médicale qui montre bien des zones de grande disparité et des zones de surdensité. Alors la façade atlantique est un endroit où c'est vrai il y a une densité importante, pas partout d'ailleurs. Rhône-Alpes pour une petite partie. Vous voyez l'Auvergne qui fait partie de la grande région Rhône-Alpes-Auvergne maintenant. En dehors de l'Épingle, le Taux de Clermont-Ferrand, tout le reste est un désert médical. Et puis
Si vous regardez la région centre, dont je suis issu, la Bourgogne, la Picardie qui est dans les Hauts-de-France, on voit bien que là, la sous-densification médicale est forte. Alors on peut parler de fracture sanitaire, et d'ailleurs je vous renvoie les uns et les autres à la lecture très intéressante de l'étude de UFC Que Choisir, qui a regardé ce qui s'est passé entre 2012 et 2016, et voir quel était le temps d'accès aux soins. Eh bien, voilà ce qu'il en ressort. L'accès aux spécialistes a diminué pour 38% des Français, 40% pour les ophtalmos en particulier, 59% pour les gynécos. On voit bien, mes chers collègues, que nous sommes devant un problème majeur de fracture territoriale, il faut l'appeler ainsi. Nous sommes devant un problème d'égalité entre les citoyens. Nous avons tous ce mot égalité à la bouche, et pourtant, c'est un des principes de la Constitution en 1946. Les barrières territoriales sont toujours plus hautes, et les mesures financières qui ont été très nombreuses, et les dispositifs d'incitation, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, qui ont été très nombreux, n'ont pas fait œuvre utile. Sur les dispositifs financiers de l'État, je vais rapidement, mais vous savez qu'il y a des exonérations d'impôt sur le revenu pour les zones en ZRU, zone de revitalisation urbaine, pour les zones en ZRR, pour ceux qui participent à la permanence des soins, avec des exonérations de taxes professionnelles, donc en ZRR, même des garanties de revenus assurées aux praticiens territoriaux de médecine générale, les fameux PTMG. Il y a eu même une protection sociale améliorée pour les praticiens territoriaux de médecine ambulatoire. Bref, je crois qu'on a essayé beaucoup de choses. Les collectivités territoriales ne sont pas restées en reste. Il y a eu des bourses qui ont été mises en place, des financements des indemnités kilométriques, des logements qui ont été financés par des départements, par des collectivités. Il y a eu d'autres prises en charge pour les jeunes internes qui allaient terminer leur cursus de formation. Il y a même eu, pour ceux qui s'installaient dans les communes de moins de 2000 habitants, quasiment le kit installation gratuit. Et on voit bien que malgré cela, alors je sais qu'à un endroit ou à un autre endroit, peut-être, on a le début d'une réponse, mais moi je préfère essayer d'apporter une réponse globale en disant que, évidemment, tout cela n'a pas résolu cette fameuse fracture. Et puis, il y a quelque chose que je souhaite indiquer, c'est les financements qui peuvent être proposés à des médecins dans le cadre de leurs études en échange. Vous voyez le mot en échange, de l'installation dans des zones sous-dotées. Eh bien, on constate ce qui se passe pour Polytechnique. Il y a certains qui rachètent ce financement. Ils préfèrent rembourser. Dans ma région, c'est 42%. Ce sont les chiffres du doyen. 42% de ceux qui ont une aide financière préfèrent la rembourser plutôt que de satisfaire l'engagement qu'ils avaient signé. Je pense que ça montre que les dispositifs incitatifs ne suffisent pas. La sécurité sociale, vous voyez, c'est vieux. Alors, en 2005, l'assurance maladie donnait une majoration de 20% pour les honoraires des médecins généralistes qui allaient travailler dans les zones déficitaires. 2005. 2011, l'option démographie qui a été mise en place avec incitation financière complémentaire. Plus récemment, contrat d'engagement de service public avec une bourse en contrepartie. Alors, vous voyez, en contrepartie, la bourse pendant 3 années d'études, en contrepartie d'une installation. Ça montre bien qu'on lie une installation à une incitation financière et qu'on n'hésite pas à ceux qui ont le moins d'argent, appelons les choses par leur nom, ceux qui ne sont pas issus des familles qui peuvent bénéficier d'un cursus d'études médicales dans les bonnes conditions. On dit voilà, comme vous n'avez pas assez d'argent, on finance une partie des études, mais vous irez dans les zones sous-dotées. Je pense qu'il faut que nous ayons tous cette réflexion en tête. Donc, selon que vous soyez puissants ou misérables, chacun a compris ce que je voulais dire. Pour les problèmes encore, je rappelle qu'il y a eu des régulations qui se sont mises en place pour les chirurgiens dentistes, pour les orthophonistes, pour les sages-femmes, pour les kinés, pour les infirmières. Mais les infirmières et les kinés, est-ce que oui ou non, il n'y a pas eu de la régulation à la clé qui a été mise en place? Elle a été mise à la clé pour les infirmières et pour les kinés. Alors, mes chers collègues, pour les biologistes, oui, mais pour les biologistes, par exemple, pourquoi depuis 2010, alors que c'est la sacro-sainte liberté d'installation, pourquoi un directeur d'ARS peut s'opposer à l'installation d'un biologiste dans un territoire lorsqu'il y a une concentration supérieure à 25% de l'offre d'un territoire? Pourquoi? Pourquoi pour les pharmaciens? Pourquoi on l'a fait pour les infirmières? Pourquoi on l'a fait pour les kinés? J'interroge les uns et les autres. Alors, Marisol Touraine a été sensible à un sujet que je lui ai soumis il n'y a pas longtemps. C'est une difficulté qu'ont les jeunes médecins qui ne sont pas thésés. Les jeunes médecins thésés ne peuvent pas s'installer, comme vous le savez. Donc, dans son discours, j'ai remercié la ministre publiquement, parce que moi, je pense que ce sujet, il faut qu'on essaye d'avancer. Vous l'avez très bien dit, la présidente, de façon un peu transversale. Ça honorerait d'ailleurs cette maison. On a su le faire sur quelques textes depuis 4 ans et demi.
Je pense que les responsabilités que j'ai au groupe l'ont montré. La ministre a été sensible au fait qu'il y a un certain nombre de médecins qui ne sont pas encore thésés. Vous savez qu'ils ne passent pas leur thèse en général dans les moins de 2 ans à 2 ans et demi après avoir fini leur cursus, qui pourraient s'installer, non pas comme collaborateurs, mais associés dans ces maisons de santé qui ont été une vraie réponse. Et d'ailleurs, dans ma commune, j'ai construit une maison de santé autour d'un projet médical et c'est une belle réponse que ces maisons de santé pluridisciplinaires, que ces maisons de santé qui permettent naturellement aux professionnels de santé de travailler en réseau, travailler ensemble avec le développement de la télémédecine. Bref, et tout cela me paraît vraiment aller dans le bon sens. Donc on voit bien, mes chers collègues, qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Alors, je rappelle quand même les parlementaires qui se sont impliqués sur ce sujet. L'ancien sénateur Jean-Marc Juillard, dès 2007, qui alertait ses collègues sénateurs. L'ancien député Marc Bernier. C'était Christian Paul qui avait lancé une mission d'information. Voilà, l'offre de soins des plus adaptés. Le groupe socialiste, je regarde mes collègues du groupe socialiste, Marc Bernier affirmait la liberté d'installation n'est plus un tabou. Devant l'insuffisance, efficacité des seules incitations financières, il est devenu nécessaire de se préparer à l'installation dans les zones excédentaires. 2011, plus près, Jean-Marc Ayrault, président du groupe, avec Marisol Touraine, co-signataire. En 2011, il faut revoir sans tabou le dogme de la liberté d'installation des praticiens médicaux. Vous le rappeliez, Madame la Présidente, sous l'ancienne majorité, j'ai déposé un texte de loi, un député de la majorité est battu par cette même majorité. En janvier 2012, j'ai remis l'ouvrage sur le métier parce que j'ai eu quelques rêves. Le projet socialiste, proposition numéro 20, des 60 engagements de François Hollande, sécuriser l'accès aux soins pour tous les Français et nous demanderons aux jeunes médecins libéraux d'exercer en début de carrière dans les zones qui manquent de praticiens. Je rappelle chacun aux écrits qui ont engagé, me semble-t-il, le président de la République. Hervé Moret, sénateur de Normandie, a fait un très bon rapport dans lequel il expliquait que le vieillissement de la population, que la diminution du temps médical disponible, naturellement, faisait en sorte que l'évolution des conditions de vie et l'accroissement des charges administratives étaient une des raisons pour lesquelles les médecins ne souhaitaient plus s'installer comme ils avaient l'habitude de le faire, avec un vrai sujet, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, sur 10 médecins formés, il y en a 9 qui sont dans un secteur public ou parapublic. Donc, il y a une perte d'attractivité complète pour le secteur libéral. Et d'ailleurs, on a une question à résoudre pour les 5, 10, 15 ans qui viennent. Quid de l'exercice du secteur libéral? Quid de l'équilibre entre public et privé? Je pense qu'une seule médecine publique n'arrivera pas à régler l'ensemble de la médecine privée. Il faut qu'on en ait conscience et qu'on ait le courage de le dire. Donc, les nouvelles générations, et on doit respecter leurs souhaits, souhaitent évidemment avoir une part d'exercice qui soit plus salarié que ce qu'on pouvait vivre auparavant, avec notamment toutes ces contraintes administratives, toutes ces surcharges qu'ils vivent avec une vraie difficulté, dans un contexte de vieillissement de la population. Alors, pour ne pas aller trop loin dans le propos liminaire, je voudrais simplement dire qu'il y a eu quelques expériences réussies, que cette régulation, malheureusement, elle devra à un moment ou à un autre essayer de s'organiser. Il faut écouter les médecins, je l'ai encore fait hier, je les reverrai encore début janvier, parce que pour moi, les 3 premières années après la réforme, l'internat de médecine générale ou l'internat de spécialité, ça doit être aussi le prolongement de leur formation. Il y a un mot qui revient sans arrêt dans la bouche des représentants syndicaux. On veut poursuivre notre formation, on peut le comprendre. Lorsqu'on coupe le cordon ombilical avec la fac, avec les CHU, on ne veut pas se sentir lâché dans la nature. Et ils souhaitent donc que les premières années de leur vie professionnelle soient un prolongement de la formation. D'ailleurs, dont acte. Quel est l'âge moyen d'installation des médecins en médecine générale à l'heure actuelle? 38 ans, mes chers collègues. 38 ans, si on a le bac à 18 ans, ça veut dire bac plus 20. Donc quand je propose modestement, ça fait bac plus 20 avant une installation définitive, je dis ça pour Jean-Louis Touraine. Alors, dans cette proposition, vous l'avez dit, Madame la Présidente, beaucoup de choses que j'avais dites dès 2012. J'avais été heureux de voir qu'à l'époque, on avait pu faire avancer la notion de numérique, qui est évidemment la télémédecine et quelque chose qui va se développer. Mais le premier article propose de renforcer les critères de démographie médicale dans la détermination du numerus clausus. Je rappelais tout à l'heure, juste un mot, 1971, 9100 médecins qui passaient en 2e année. C'est-à-dire que 9100, c'était le nombre de médecins qui étaient formés. On est tombé début 2000 à 3500. On est à 8006. Or, le temps de travail a diminué, une féminisation plus importante, ça veut dire qu'au moment où la population est plus importante et qu'il y a plus de pathologies, il y a moins d'heures de temps disponibles. Je pense que c'est un calcul assez simple. Donc je propose naturellement d'augmenter le numerus clausus, mais de l'adapter aux régions et de revenir à cet internat des régions qui ne les met pas et qui ne les fixe pas pour toute leur formation dans une région, parce qu'il y a des échanges entre régions, des fluidités entre régions qu'on peut imaginer.
Et la notion de liberté, elle existe. Pourquoi? Parce que vous pouvez passer plusieurs concours d'internat dans plusieurs régions, donc il y a une vraie notion de choix. Et que le concours d'internat national classant est un faux choix et une fausse liberté. Parce qu'on peut arriver 2500e du concours national classant et ne pas trouver la ville que l'on souhaite et la spécialité que l'on souhaite. Ça, il faut qu'on l'ait tous en tête. On est dans une vraie fausse liberté. La vraie liberté, c'est d'aller subir ou pratiquer sa formation là où on le souhaite parfaitement aller, ou là où le désir nous porte. En revanche, d'un internat national classant, en fonction de votre résultat du concours, vous n'allez pas là où vous voulez. Donc, le premier critère, vous l'avez compris, c'est l'augmentation du numerus clausus. La deuxième chose que je propose, c'est la régionalisation de l'internat, comme on l'a connu d'ailleurs avant les années 2000. Est-ce que ça marchait mal? Je pose la question. Et évidemment, l'adaptation du numerus clausus dans les régions, c'est quoi? C'est qu'en fonction des besoins d'une région, on met en face l'outil de formation. Et là, j'insiste, Madame la Présidente, que certaines régions ne disposent pas, ce sont les paroles des internes, mais les doyens me l'ont confirmé, de structures de formation suffisamment adaptées pour accueillir plus d'internes. Parce que augmenter un numerus clausus simplement sans l'adapter aux régions, c'est évidemment courir le risque que l'on voit d'avoir des postes d'internes de médecine générale dans des régions qui ont été ouverts mais qui ne sont pas pourvus. Je prends l'exemple de Centre-Val de Loire à Tours, il y avait 40 postes d'internes de médecine générale qui n'étaient pas pourvus. Ensuite, et pour ne pas être trop long, après cette régionalisation, que je propose naturellement, je l'ai dit tout à l'heure, et la Marisol Touraine semble aller vraiment dans le bon sens, et je l'en remercie encore, c'est que ce statut de médecin collaborateur pour les jeunes qui ne soient pas encore thésés leur soit octroyé, et c'est je crois, une très belle avancée. Enfin, pour terminer, pardonnez-moi d'avoir été un peu long avec passion, pour terminer, c'est l'idée de ces 3 années à la fin de leur cursus où on leur demande d'aller dans les zones sous-dotées. Mais les zones sous-dotées, si on regarde les choses, est-ce qu'en région Centre-Val-de-Loire, je dis ça devant Jean-Patrick Gilles, député d'Indre-et-Loire, la désertification en région Centre-Val-de-Loire, en dehors de Tours, partout c'est sous-doté. Donc est-ce qu'on considère que toute une région est à rayer de la carte? Mais à Paris, dans le 20e arrondissement, on a la même difficulté, et pour d'autres raisons. Quand vous êtes en Auvergne, en dehors de la tête d'épingle de Clermont-Ferrand, vous n'avez rien d'autre. Si vous descendez jusqu'à Toulouse, je pense que la présidente le sait encore mieux que moi, à 15 km de Toulouse, vous avez des déserts médicaux. Alors, est-ce que c'est vraiment un désert médical que de travailler à 15 km d'une métropole comme Toulouse? Est-ce que la qualité de vie, les conditions de vie, l'accès aux structures éducatives pour la famille, le travail pour le conjoint, est-ce que ce sont vraiment des obstacles majeurs lorsqu'on doit faire un quart d'heure de voiture pour aller à son travail le matin? Je pense, moi qui suis issu d'un département comme les amis blésois ou tourangeaux qui sont là, où on a beaucoup de nos compatriotes qui font 4 heures de transport par jour pour aller travailler en région Île-de-France, je pense qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, on s'interroge sur cette notion de bassin de vie. En conclusion, bien sûr, je place beaucoup d'espoir dans la télémédecine, mais elle ne résoudra pas tout pour une raison, et tous ceux qui sont médecins, il y en a beaucoup qui sont là, et issus des professionnels de santé. Le rapport entre un malade et son médecin passe aussi par un contact direct. On peut très bien imaginer toutes les méthodes modernes de diagnostic, mais elles ne suffiront jamais, parce que dans le contact, dans l'auscultation, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. La relation est singulière entre un médecin et un patient. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, avant de passer la parole au groupe, je sais que certains médecins vont réagir, certains en insultant sur les réseaux sociaux. Vous l'avez subi, monsieur le rapporteur, je l'ai subi, d'autres l'ont subi. C'est une poignée, mais c'est une poignée qui s'agite beaucoup et qui dépasse l'entendement. Je leur dis tranquillement. Ce n'est pas en insultant les parlementaires qu'on fait avancer l'affaire. Ce qui se passe, c'est que nous avons la légitimité des citoyens, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition. Oui, monsieur Dor, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez, dans 10 minutes, un quart d'heure, ça va commencer contre monsieur le rapporteur et contre tous ceux qui prendront la parole. C'est ainsi, c'est pas grave. J'ai envie de dire quand même que nous avons la légitimité des citoyens, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, puisque nous sommes ici, et que notre rôle, notre devoir, c'est l'accès pour tous au droit. Et le droit à la santé est un droit, est un devoir pour les politiques de l'assurer, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche. Et peut-être rappeler aussi qu'un citoyen, il solvabilise son système de soins. Il paye des cotisations sociales, il paye de la CSG, il paye des cotisations aux complémentaires, voire un reste à charge qui ne lui est pas remboursé. Donc, je veux dire, il est payeur avant de demander à rentrer dans le système. Donc, on lui doit
ce droit. On lui doit ce droit. On ne peut pas y échapper. Et si aujourd'hui votre proposition de loi n'aboutissait pas, ce que je crains fort, Monsieur Vigier, je le crains fort, elle n'aboutisse pas, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne méthode, j'en sais rien. Je dis, un jour, la population va se retourner. J'en suis persuadée. La population sur les territoires va se retourner, va dire, moi, j'ai le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le devoir d'avoir un médecin à côté de chez moi, forcément. Mais dans j'allais dire, un nombre de kilomètres raisonnable, un temps raisonnable. Et ça, ce jour-là, les politiques seront dépassés, les syndicats de médecins seront dépassés et la population l'exigera et fera entendre sa voix fortement. Voilà ce que je voulais dire. Et je vous dis, tous mes propos-là n'engagent que moi. Ça n'engage personne d'autre. Mais en tout cas, Monsieur Vigier, merci pour votre constance. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Sebaoun pour le